Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Ils sont sur les réseaux sociaux. Il n'est plus possible de s'en passer. Le mal est là. Il contrôle le monde. Our country had just gone to war. Après des années de déni, une coalition s'élève contre le démon. Cette semaine sur les marchés, c'était plutôt hésitant. On sent quand même la fatigue de fin d'année. Que ce soit sur les indices, les actions, le forex, les matières premières, les métaux précieux, et même sur l'eurodoll, le dollar. Oui, le dollar qui est fatigué de baisser. Alors, il y a quand même un truc qui est pas fatigué, enfin non, même deux. Alors déjà, il y a le pétrole. On a les chiffres dégueux, hein. Eux ça c'est pas toujours pas fatigué ça. Et les IPO, c'est-à-dire les Initial Public Offering. Pardon, j'utilise l'accent américain. Les introductions en bourse. Ah oui, bah alors là on n'est pas fatigué. Hein. Airbnb, Dash d'or. Et aussi, il y a une petite tension autour de Facebook qui a déclenché une vague de vente absolument monumentale sur le Nasdaq. Non, le Nasdaq qui passe de 85% de performance depuis le mois de mars à 81%. Mais qu'on va devenir Non, le chien. Bref, ce fut une semaine molle. Enfin, plutôt moitié molle. Non, je n'irai pas plus loin. Donc dans les indices, il n'y a plus de jus. Ah bah, quand les espoirs à un moment donné ne donnent pas de résultats, le temps joue en notre défaveur. La crise sanitaire s'intensifie, plus particulièrement aux États-Unis. Les plans de relance, alors on sait pas trop ce qu'ils foutent, mais pour le moment, on n'en voit pas la couleur. Ça discute, ça pour discuter, pas de problème. Par contre, ça traînouille. Bon, concernant le Brexit, on va faire simple. Ça fait 4 ans qu'on nage, comme ça, au milieu de nulle part. On se renvoie la balle, bim bam boum, et ça avance. Que dalle. Alors oui, niveau macro, bah c'est toujours aussi dégueu. Hein. Cette semaine, les demandes hebdomadaires aux allocations chômage aux États-Unis, pire que prévu. Oui, c'était à peu près les seuls stats macro qu'on a eu cette semaine. Après l'emploi US la semaine dernière, tu te souviens, on en avait parlé, complètement catastrophique. Du coup, sur les indices, ça nous donne des dégradations à court terme qui ont été particulièrement accentuées vendredi, donc juste avant le week-end. Effectivement, on prend pas trop de risques, ça pue un peu, donc autant lâcher un peu du lest. Alors que bon, si on prend un peu de recul, on se détend. On fait une petite période de respiration. Les marchés ont pris quand même entre 20 et 25% depuis le début du mois de novembre. Donc une petite stabilisation, un petit moins 1, moins 2%. Ça remet pas non plus tout en question. C'est pas non plus... Ah bah oui, 60% depuis début mars au moins. Donc ça va. Alors par contre, le pire des indices, c'est le DAX. Alors toujours plombé par SAP qui arrive pas à rebondir. Alors lui, il s'est fait plaisir. Il a lâché la purée. Bam, vendredi, direction 13 000. Il a pas trop cherché à comprendre. Et d'ailleurs, 13 000, c'est une grosse zone de support. C'est the seuil, autrement dit, the seuil. Ce qui revient à peu près au même. Il faudra pas passer en dessous parce que c'est sûr que si on passe en dessous, là par contre... ça va sentir un peu plus fort. Bref, échec sous des zones de résistance, tout le bazar en tout cas dans un premier temps. Alors encore une fois, le DAX, c'est l'un des moins puissants de l'ensemble des indices internationaux. Je te partage ici quelques indices. Tant qu'on n'est pas passé sous les lignes vertes que je t'ai présentées ici à l'écran, et ben pour le moment, il n'y a pas de dégradation dans une optique de swing trading. Donc oui, concernant le DAX cette semaine, l'équipe IVT est passée de acheteur en début de semaine, ensuite milieu de semaine, c'était plutôt une phase neutre, tout simplement dans des ranges en données horaires. Et en fin de semaine, on a identifié une zone. En passant en dessous, on a tout simplement privilégié les ventes à ce moment-là, en intraday, avec la rupture de cette zone des 13 200 points. Donc déjà, il faut bien distinguer les unités temps sur lesquelles on travaille. Il va falloir la semaine prochaine repasser au-dessus de cette zone pour annuler les velléités baissières, en tout cas à court terme. Et pour qu'on considère du coup que ce petit mouvement de vendredi, hop, on le déchire, poubelle. D'ailleurs, en parlant de bonnes nouvelles, la consommation repart. Non, c'est faux. Ah bah oui, alors c'est pas au niveau du pétrole que ça repart. Cette semaine, on a eu les pires chiffres depuis le mois d'avril. En termes de stock hebdomadaire, on attendait moins 1 million de barils en stock, donc déstockage. Et finalement, il s'est avéré qu'on a eu 15 millions
de barils en plus stockés sur la semaine. Ce qui revient au pire chiffre depuis le mois d'avril. Et au mois d'avril, tu te souviens, bah oui, on était à peu près sur le même nombre de stockages sur la semaine, au moment où le WTI était passé à des cours négatifs. Ouais. En plus de ça, on a eu l'OPEP+, qui a réouvert un petit peu plus les vannes, en augmentant la production de 500 000 barils de plus par jour, ce qui nous fait plus de 7 millions de barils produits par jour. Oui, bon, c'est pour éviter que les États-Unis prennent des parts de marché et tout. Et donc, tu t'en doutes, loi de l'offre et de la demande, plus de stock, même beaucoup plus de stock et plus de production. Entre parenthèses, toutes choses égales par ailleurs, les cours du pétrole chutent. C'est QFD. Donc ça, c'est ce que tu apprends, la base de chez base, hein. Ça c'est la base. Et puis après, tu es sur les marchés. Et là, c'est complètement l'inverse. Voilà, dans la vraie vie, en fait, non, les cours du pétrole, qu'est-ce qu'ils ont fait une fois qu'on a eu les stocks? Et les cours du pétrole ont pris 4%. Nouveau record depuis le mois de mars. Depuis quand les marchés reflètent la réalité? Ça, c'est pas nouveau, ça. Bon, alors, maintenant, parlons sérieusement. Bon, j'ai cherché à comprendre, bien évidemment, parce que bon, j'aime bien aussi comprendre un petit peu, quand même, de temps en temps. La seule chose que le marché, en fait, m'a appris, c'est surtout, te mets pas en face d'un flux que le pétrole est en train de réaliser. Ah, parce que là, c'est un moyen de te faire déchirer. Tu peux te dire, le marché se trompe, j'ai raison, les chiffres ils sont pas bons, du coup ça doit baisser. Puis si jamais tu te mets en face et tu te dis, facile, tu te mets en face, et puis en fait le truc il bourre et tu te fais démonter. Sachant qu'en plus, et je le dis très souvent, le pétrole, quand il part, il fait pas semblant. Donc pourquoi ce mouvement? Je n'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas d'ailleurs si quelqu'un le sait. Ensuite, concernant le dollar américain, alors là, je sais que bon, j'étais un peu saoulé sur la tendance baissière quand même depuis des jours, des semaines, voire peut-être même des mois d'ailleurs. Il a continué, hein, donc nouveau plus bas annuel, etc., etc. J'ai fait que le short toute la semaine et dès le lundi d'ailleurs, que ce soit au travers de vente de dollar index directement ou par effet de contagion, bien évidemment, d'achat d'euro-dollar. Donc direct lundi, on l'a fait sur les 1,2096, puis derrière, c'est reparti dans le sens de la tendance. Je l'ai travaillé tout au long de la semaine. D'ailleurs, ça m'a pas empêché de prendre un stop loss perdant sur l'eurodoll, parce qu'il a fait une petite mèche mercredi, jeudi. D'ailleurs, ça faisait longtemps que je m'étais pas pris un stop quand même sur le Forex, mais bon, passons. Et pour autant, ça n'a pas forcément remis en question mon plan, parce que en daily, on est toujours dans une tendance haussière qui, je rappelle, c'est une nouvelle accélération après la sortie de ce large range dans lequel on évoluait depuis plusieurs mois, alors qu'avant même ce range, on était déjà dans une tendance haussière. Bref, le marché m'a appris, trend is your friend, donc je continue à travailler à l'achat tant que mes niveaux d'invalidation ne sont pas déclenchés, c'est-à-dire sous les 1,2080, 1,2070. Et oui, au passage, voici le dollar index, toujours dans sa tendance. Alors oui, parce que cette semaine, concernant l'eurodoll, donc c'était relativement volatile, on a eu la Banque Centrale Européenne au travers de Christian. Le marché globalement savait ce qu'elle allait dire, elle allait gonfler l'enveloppe. Alors bon, à ce niveau-là, c'est plus une enveloppe, c'est je sais pas, c'est un transpalette, je veux dire. Ouais, quand t'élargis l'enveloppe de 500 milliards d'un coup, donc elle a agrandi l'enveloppe et elle a également allongé jusqu'à fin 2021. Elle poursuit également ses TLTRO, c'est-à-dire des prêts aux banques à taux négatif. Donc les banques, effectivement, elles gagnent de l'argent quand elles empruntent, ce qui permet de relancer la machine auprès des entreprises, des particuliers, etc. Enfin, dans la théorie, quoi. Et finalement, vu que c'était pricé par le marché, on a eu plutôt une réaction haussière de l'euro-dollar. Et comme tu le vois sur l'euro-dollar tout au long de la semaine, finalement, la tendance sur l'euro-dollar était molle. Et le dollar est toujours faiblard. Toujours sous sa MM50, dans une tendance baissière, donc H4. Voici la question du jour. Combien coûte un matelas gonflable et un petit-déj? Déjà, combien ça rapporte un matelas gonflable et un petit-déj? Je t'aide, petit indice, 0. Ça te coûte même de l'argent. Et d'ailleurs, ça t'en rapportera pas avant moins de fin 2022. Bon, ça t'aide pas? Ok. Ça vaut presque 100 milliards de dollars. Ah oui, c'est parce que je disais en français. Mais matelas gonflable, donc airbed, petit-déj and breakfast. Airbed and breakfast, plus connu sous le nom de Airbnb. Donc, ça vaut plus cher que Booking, ça fait pas de fric. On a eu l'introduction en bourse jeudi dans le Nasdaq. On est passé de 68 $ à 146 $. Elle a pris plus de 100% dans la journée. Sachant qu'en plus, elle a réduit ses effectifs, un quart de personnel en moins quand même sur l'année. Et elle a cédé certaines activités stratégiques. Bref, ça va pas si bien que ça non plus, mais visiblement, les marchés... Bon, et vu que Wall Street est au plus haut de son histoire, on va en profiter pour faire des introductions en bourse. Allez hop! La prochaine, c'est qui? Oh, les dashers. Allez hop, DoorDash.
C'est parti, vas-y, introduction en bourse, combien tu veux? Ah bah attends, tout le monde est chaud là, autant en profiter. Hein. Alors c'est le concurrent, hein, Uber Eats, Deliveroo. Valorisation, plus de 70 milliards, 86% de perf après son introduction en bourse. Ça vaut la moitié de McDo, ça vaut 4 fois plus que Domino's Pizza. Alors combien ça rapporte? Eh ben là, pareil. Alors peut-être en 2020, ça rapportera peut-être un peu d'argent, on verra bien. Tiens, d'ailleurs, donc en parlant de Nasdaq, on va parler techno, on va parler Facebook. Bon là, c'est le genre de sujet qui divise un peu. Donc voilà, hein, je pense que vous allez être dans deux catégories. Donc le but, c'est pas forcément de donner mon avis et de dire ah ouais c'est bien, ah ouais c'est pas bien. Facebook, c'est le bordel. Ils commencent à un peu nous gonfler là avec leur rachat, machin, etc. Faut vite démanteler. Ah bah oui, parce que ils ont racheté quoi? Instagram en 2012, WhatsApp en 2014. Alors ça générait mais zéro, hein, ça perdait du fric tous les ans. Et maintenant on s'aperçoit, ah ouais non mais attends, c'est dégueulasse, ça y est, ils commencent à racheter finalement un peu tous les trucs. Ça y est, on est obligé de parler sur Facebook maintenant. Non mais c'est la meilleure ça, non mais attends, tu rends compte? Du coup les deux ventes qui avaient été acceptées par la FTC à l'époque, finalement, ils reviennent un petit peu sur le dossier en disant non 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 non. Non, non, tu te souviens ce que t'as racheté il y a 8 ans? Eh bah, tu vas le rendre, loulou. Ah, bah, tu vas le rendre. Ah, bah, oui, oui. Bref, la Federal Trade Commission et 46 États américains, une petite coalition qui s'est regroupée, comme ça, une double attaque directe, bim, dans ta gueule. On va t'attaquer pour abus de position dominante, monopole illégal, et du coup, hop, ça va durer un petit peu quelques années encore ce procès. Facebook se défend un peu quoi, en disant que bah a priori aux États-Unis hein, finalement quand tu rachètes quelque chose et quand tu vends quelque chose en fait c'est jamais définitif hein, voilà, on pourra toujours revenir en arrière. Et les particuliers, les entreprises, ils choisissent pas d'aller sur Facebook parce qu'ils sont obligés, ils choisissent en fait parce qu'ils utilisent l'application, bah, parce que ça marche et parce que ça offre des services de valeur. Ils font un choix quoi. C'est pas nous qui imposons les gens de forcément s'inscrire sur Facebook à leur naissance, quoi. C'est une position dominante qui forcément à un moment donné va inquiéter le gouvernement, voilà, les lois antitrust, etc., etc. Et c'est effectivement peut-être la seule chose qui risque de peser sur le Nasdaq parce que le Nasdaq a explosé. Parce que ce sont des boîtes qui font du cash et qui ont fait encore plus de cash pendant la période Covid. Du coup, ça fait un cercle alors vertueux, ça dépend de quel côté tu te places, ou alors un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus il y a de gens finalement sur ces réseaux sociaux, plus tu te sens désocialisé si tu n'y es pas. Et c'est un peu comme une obligation, quoi. Sans vraiment l'être, parce que tu décides de le faire, mais si tu le fais pas, bah tu vas être biaisé. Lésé. Baiser, pardon. Le but, voilà, c'est pas de transmettre, de donner mon avis ou quoi que ce soit. Enfin, de toute façon, chacun a son avis et chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et si tu as envie de mettre en commentaire, voilà, te lâcher et tout, vas-y, tu peux y aller. Pas de problème. Dans le respect de l'autre, de l'avis de l'autre, du débat, etc., etc. Voilà. J'ai une bonne nouvelle. Je vais te mettre la tête dans les nuages. Qui dit nuage dit période hivernale. Qui dit période hivernale dit neige. Nuage, neige. Snowflake. Donc c'est un fournisseur de plateforme de données cloud. C'est comme une clé USB en fait que tu balances et à peu près tout le monde peut s'en servir mais pas vraiment. Tu choisis pas tes fournisseurs, tes clients, machin. Enfin, c'est génial quoi. Donc c'est tellement génial que l'action a pris 85% en moins d'un mois. Le dernier mois. Elle s'était introduite en mi-septembre. Et elle pèse, accroche-toi le slip, respire. Tout est normal. Elle pèse 100 milliards de dollars. Jusque-là, tu dis, admettons, hein, Tesla, elle en pèse 500. Je veux dire, 100 milliards, c'est pas non plus... voilà, c'est une petite boîte, quoi. C'est une boîtouille. Il doit y avoir du chiffre d'affaires en face, quand même. Sur l'exercice en cours, donc sur le chiffre d'affaires 2021, tu te rappelles, hein, 100 milliards de dollars. Chiffre d'affaires, 570 millions de dollars. Annuel, estimé pour 100 milliards de dollars de capitalisation. 500 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ah bah, forcément, elle doit cracher une rentabilité de cinglé, quoi. Ça va être du 3000% de rentabilité, même si c'est pas possible. Ah bah alors non, elle perd 500 millions de dollars par an. Ah puis là, il n'y a pas de rentabilité prévue avant... Ah bah alors là, conclusion de ce débrief hebdo, bah il n'y a pas de dégradation daily sur les indices. Oui, on a eu juste quelques pics de volatilité en fin d'année, on est fatigué, on prend un peu des bénéfices, il n'y a pas de bonnes news, pas de catalyseur. Bref, nous sommes dans une situation quand même de flottement général, optimiste toujours. Certes, mais voilà, hein, on est optimiste, mais on n'est pas complètement con non plus. Hein. Ah bah entre la crise sanitaire pour le moment, la deuxième vague, elle n'est pas passée, on est en plein dedans encore. Le vaccin, on attend que les doses arrivent quand même. Le Brexit, bordel complet. La macro, bon bah on a compris, hein, c'était pas terrible. Ambiance, optimiste, mais
Deuxième chose, on a compris qu'il vaut mieux suivre la tendance que d'essayer d'avoir raison sur le marché parce que voilà, il y a des trucs quand même complètement hallucinants. Ouais, des fois, faut pas chercher à comprendre. Preuve avec les IPO qu'on a vu, donc les introductions, le pétrole qui bourre. On sait pas pourquoi. Et le dollar américain qui continue à baisser. Alors certes, ça fait déjà des semaines, des mois, etc. Et voilà, la tendance est escalée. Donc autant privilégier la tendance pour le moment. Tant qu'on n'a pas de signaux de retournement, on continue. Et troisième chose, respecte ton plan. Choisis ton unité de temps. Commence pas à faire oui, peut-être que peut-être pas, machin, te mettre en des bougies 5 minutes en changeant de fusil d'épaule toutes les 3 secondes et demie. Va falloir être le plus factuel possible comme on l'a fait par exemple cette semaine sur IVT, notamment au travers du DAX, avec 3 phases de marché. Acheteur, neutre et vendeur. C'est moins stressant et moins fatigant que d'essayer de trouver le point bas, le point haut. Voilà, c'est pas notre projet finalement de chercher le point de retournement de tendance. J'ai envie de dire, c'est pas ma guerre. C'est tout pour ce dimanche. Like vite avant de partir parce que sinon cette vidéo va s'auto-détruire. Et allez, on dépasse le million de likes, on dépasse le million d'abonnés avant Noël. Je sais, il y a 15 000 abonnés, mais en termes de valorisation, vu le nombre de likes que vous pétez à chaque fois, je pense que c'est valorisé 1 million. On se retrouve demain sur IVT, 18h sur Twitch, du lundi au jeudi. Bon dimanche, ciao!